Imaginez creuser un trou dans le sol, en plein été, sous un soleil qui écrase tout, et découvrir que, à quelques mètres sous vos pieds, il fait presque frais. Pas tiède, frais, toute l'année, sans électricité, sans machine, sans un seul watt consommé. Ce n'est pas une légende. Pendant des siècles, des populations entières ont vécu ainsi, à l'abri d'une roche si particulière qu'elle respire, qu'elle absorbe la chaleur du jour comme une éponge, et qu'elle la relâche lentement, bien après le coucher du soleil. Une roche née dans le feu des volcans, et qui, paradoxalement, est devenue l'un des meilleurs alliés de l'homme contre la chaleur. Aujourd'hui, alors que les canicules se multiplient et que nos climatiseurs consomment toujours plus d'énergie, ce minéral refait doucement surface dans les esprits des architectes. Et son histoire, on va vous la raconter en entier. Comment il s'est formé, qui l'a utilisé le premier, pourquoi il a disparu de nos habitudes de construction, et surtout, s'il pourrait redevenir une solution d'avenir. Nous vivons une époque étrange. Plus la planète se réchauffe, plus nous construisons des bâtiments qui dépendent de la climatisation pour rester habitables. Le problème, c'est que la climatisation elle-même consomme énormément d'électricité, rejette de la chaleur à l'extérieur, et aggrave localement les îlots de chaleur urbains. C'est un cercle vicieux. Plus il fait chaud, plus on climatise, plus on chauffe la ville, plus il fait chaud. Face à ce constat, de plus en plus d'architectes et d'ingénieurs se tournent vers ce qu'on appelle l'architecture passive, c'est-à-dire des bâtiments capables de réguler leur température sans système mécanique. Et parmi les matériaux qui reviennent le plus souvent dans ces recherches, il y a une roche volcanique connue sous le nom de tuf, ou tufa selon les régions. Ce n'est pas un métal précieux, ce n'est pas un cristal rare, c'est une roche relativement commune, née des cendres et des débris projetés par des éruptions volcaniques, puis compactés au fil du temps. Et c'est justement cette origine chaotique qui lui donne des propriétés thermiques exceptionnelles. Comprendre pourquoi cette roche fonctionne si bien, c'est comprendre un principe physique vieux comme le monde, mais que nous avons largement oublié en construisant des tours de verre et de béton. Pour comprendre l'histoire de ce minéral, il faut remonter à la formation géologique de certaines régions volcaniques, en particulier en Anatolie centrale, dans ce qui est aujourd'hui la Turquie. Il y a plusieurs millions d'années, des volcans comme l'Erciyes et l'Azanda sont entrés en éruption à plusieurs reprises, projetant d'immenses quantités de cendres et de débris. Ces matériaux se sont déposés en couches épaisses, puis compactés progressivement pour former une roche tendre, poreuse et étonnamment facile à creuser, le tuf volcanique. Des siècles plus tard, dans la région de Cappadoce, des populations ont découvert que cette roche pouvait être sculptée presque comme du bois. Avec des outils rudimentaires, il était possible de creuser des pièces, des couloirs, des escaliers entiers. Et c'est ainsi que sont nées des habitations troglodytiques, creusées à même la roche, puis, plus tard, des cités souterraines entières. Les exemples les plus impressionnants sont sans doute Derinkuyu et Kaymaklu, deux cités souterraines capables d'abriter plusieurs milliers de personnes sur plusieurs niveaux, avec des systèmes de ventilation, des puits, des zones de stockage et des espaces de vie. Ces cités remontent probablement à l'époque hittite ou byzantine et ont été agrandies au fil des siècles, notamment pour servir de refuge lors de conflits. Mais ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas seulement la prouesse architecturale, c'est le confort thermique. À l'intérieur de ces habitations creusées dans le tuf, la température reste remarquablement stable toute l'année, alors qu'en surface, la Cappadoce connaît des étés brûlants et des hivers glaciaux. Cette stabilité n'est pas un hasard, elle découle directement des propriétés physiques de la roche elle-même. Une anecdote intéressante mérite d'être mentionnée. De nombreuses maisons troglodytiques de Cappadoce sont encore habitées aujourd'hui, ou ont été transformées en hôtels. Les habitants et les exploitants rapportent depuis longtemps qu'ils n'ont pratiquement jamais besoin de climatiser ces espaces, même lors des pics de chaleur estivaux. Alors, comment une simple roche peut-elle garder une maison fraîche sans aucune énergie ? La réponse tient en trois principes physiques: la masse thermique, la porosité et la stabilité de la température du sous-sol. Commençons par la masse thermique. Tous les matériaux ne réagissent pas de la même façon à la chaleur. Certains, comme le verre ou le métal, chauffent et refroidissent très vite. D'autres, comme la pierre épaisse, mettent beaucoup plus de temps à changer de température, car ils ont une grande capacité à stocker de la chaleur. On appelle cela l'inertie thermique. Le tuf volcanique, en plus d'avoir une bonne inertie thermique grâce à son épaisseur naturelle dans les habitations creusées, présente une particularité supplémentaire. Il est poreux. À l'intérieur de la roche se trouvent d'innombrables petites cavités, formées lors de son refroidissement volcanique originel. Ces pores emprisonnent de l'air, qui agit comme un isolant naturel, un peu à la manière d'une mousse isolante, mais dans un matériau minéral et durable.
Résultat, la chaleur extérieure, celle du soleil qui tape sur la roche en surface, met un temps très long à traverser cette matière poreuse et épaisse pour atteindre l'intérieur de l'habitation. On parle parfois d'un déphasage thermique, c'est-à-dire le temps que met la chaleur à traverser un mur. Dans une construction en tuf massif, ce déphasage ne peut atteindre plusieurs heures, voire l'équivalent d'une demi-journée. Concrètement, la chaleur du midi n'atteint l'intérieur que tard dans la soirée, quand la température extérieure a déjà commencé à baisser. Le bâtiment absorbe la chaleur, mais la restitue trop tard pour qu'elle devienne gênante, puis il se recharge en fraîcheur durant la nuit. Le second principe, c'est la stabilité thermique du sous-sol. À quelques mètres de profondeur, la température de la Terre reste globalement constante toute l'année, généralement proche de la température moyenne annuelle de la région. C'est un phénomène bien documenté en géothermie de surface. Une habitation creusée dans le tuf, en particulier lorsqu'elle est enfouie ou semi-enfouie, profite directement de cette stabilité. Elle est en quelque sorte connectée à un immense réservoir thermique naturel, isolé des variations brutales de l'air extérieur. Enfin, il faut mentionner la ventilation naturelle. De nombreuses habitations et cités souterraines creusées dans le tuf intègrent des puits verticaux et des conduits qui exploitent les différences de température entre le sol et la surface pour créer une circulation d'air. L'air frais et plus dense, resté au contact de la roche fraîche, a tendance à descendre et à circuler dans les espaces bas, tandis que l'air chaud, plus léger, s'évacue par les ouvertures supérieures. C'est un principe de convection naturelle, le même qui explique pourquoi une pièce est plus chaude en hauteur qu'au sol. En combinant ces trois éléments, la masse thermique, la porosité isolante et la stabilité géothermique, le tuf volcanique offre un confort thermique passif que très peu de matériaux modernes parviennent à égaler sans apport énergétique. Si cette méthode est aussi efficace, pourquoi ne construit-on plus ainsi aujourd'hui ? D'abord, la disponibilité géographique. Le tuf volcanique ne se trouve pas partout. Il faut une histoire géologique volcanique spécifique pour qu'il se forme en quantité suffisante et de qualité exploitable. Des régions comme la Cappadoce, certaines zones d'Italie ou d'autres territoires volcaniques disposent de ce matériau en abondance, mais la majorité du monde n'y a pas accès localement, ce qui rend son transport coûteux et peu pratique. Ensuite, il y a la révolution industrielle et l'arrivée du béton armé, de l'acier et du verre au XXe siècle. Ces matériaux sont permis de construire plus vite, plus haut et à moindre coût de main-d'œuvre, sans nécessiter les compétences spécifiques de la taille de pierre ou du creusement traditionnel. Le tuf, lui, demande un savoir-faire particulier, souvent transmis de génération en génération, et qui s'est progressivement perdu avec l'urbanisation moderne. Enfin, il y a un facteur culturel important. L'apparition de la climatisation mécanique, à partir du milieu du XXe siècle, a rendu le confort thermique accessible instantanément, sans nécessité de réflexion architecturale préalable. Pourquoi concevoir un bâtiment intelligent quand on peut simplement brancher un climatiseur ? Cette facilité a progressivement fait disparaître des savoirs vieux de plusieurs millénaires, jugés trop lents ou trop contraignants, face à la promesse de confort immédiat de la climatisation. Le résultat, c'est que des techniques comme l'habitat en tuf, mais aussi d'autres approches similaires comme les maisons enterrées, les puits canadiens ou les tours à vent, ont été reléguées au rang de curiosités touristiques plutôt que considérées comme des solutions d'ingénierie sérieuse. La bonne nouvelle, c'est que cette approche connaît un regain d'intérêt, notamment dans les régions où le tuf ou des roches volcaniques similaires sont disponibles localement. En Cappadoce, de nombreux hôtels et habitations troglodytiques restaurés continuent d'exploiter ces propriétés naturelles, en valorisant à la fois le patrimoine architectural et l'efficacité énergétique de ces constructions anciennes. Ces établissements rapportent des besoins de climatisation très réduits, voire inexistants, même durant les mois les plus chauds. En Italie, dans des régions comme les Pouilles ou certaines zones du sud, on retrouve également l'usage de roches tendres d'origine sédimentaire ou volcanique dans des constructions traditionnelles comme les fameux trullis, qui combinent masse thermique et toitures en pierre sèche pour limiter les besoins en climatisation. Sur le plan contemporain, certains architectes s'inspirent de ces principes sans nécessairement utiliser le tuf lui-même, mais en reproduisant ces effets avec d'autres matériaux à forte inertie thermique, combinés à une conception bioclimatique. Orientation du bâtiment, épaisseur des murs, enfouissement partiel, ventilation naturelle par tirage thermique. On retrouve cette philosophie dans des projets de maisons enterrées ou semi-enterrées, notamment dans des régions arides d'Australie comme la ville de Coober Pedy, où de nombreux habitants vivent littéralement sous terre pour échapper aux chaleurs extrêmes du désert. Il faut néanmoins être honnête sur les limites de cette approche. Construire dans le tuf ou s'en inspirer nécessite généralement un accès local à ce type de roche ou un budget conséquent pour un enfouissement adapté. Ce n'est pas une solution universelle, transposable telle quelle dans n'importe quelle région ou n'importe quel climat. Elle fonctionne particulièrement bien dans les climats chauds et secs,
avec de fortes variations de température entre le jour et la nuit, mais elle est moins pertinente dans les climats humides, où l'inertie thermique peut favoriser l'accumulation d'humidité si la ventilation n'est pas correctement pensée. Il est temps de démêler le vrai du faux autour de ce type de construction. Premier mythe, vivre sous terre ou dans une maison en tuf serait automatiquement inconfortable, humide et sombre. En réalité, les cités souterraines de Cappadoce intégraient des systèmes de puits de lumière et de ventilation sophistiqués pour l'époque, prouvant que confort et habitat souterrain ne sont pas incompatibles, à condition que la conception soit maîtrisée. Deuxième mythe. Cette technique serait une solution miracle capable de remplacer totalement la climatisation partout dans le monde. Ce n'est pas exact. Son efficacité dépend fortement du climat local, de la disponibilité du matériau et de la conception globale du bâtiment. Ce n'est pas une technologie universelle, mais un outil parmi d'autres dans la boîte à outils de l'architecture bioclimatique. Troisième mythe, ces techniques anciennes seraient dépassées et sans intérêt scientifique. Au contraire, plusieurs études en physique du bâtiment confirment aujourd'hui les principes d'inertie thermique et de déphasage exploités intuitivement par ces civilisations bien avant l'apparition de la thermodynamique moderne comme discipline scientifique formelle. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces populations anciennes n'avaient pas de laboratoire ni d'équation, mais elles avaient l'observation, l'expérimentation et des générations d'ajustements empiriques qui ont abouti à des solutions étonnamment efficaces sur le plan physique. En Turquie, au-delà de la Cappadoce, on retrouve des constructions en pierre tendre dans plusieurs régions anatoliennes où l'épaisseur des murs traditionnels jouait un rôle similaire de régulation thermique, bien avant l'arrivée du béton.